L'euro qui se stabilise, le dollar très cher, le yuan manipulé, mais aussi le franc suisse, le rouble ou la livre britannique. Où en sont nos monnaies en ce début d'année 2024? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On commence cette revue de presse avec un excellent article du blog Elucide intitulé Où en sont nos monnaies, dans lequel Olivier Berruyer fait un tour d'horizon de la valeur actuelle des monnaies. Un article dense et passionnant qui nous explique d'abord que l'euro reste à un niveau bas par rapport au dollar. Toute crise internationale a immédiatement des répercussions sur la valeur des monnaies en raison de la forte spéculation financière sur ce marché. La crise de 2022 n'a pas échappé à la règle. La crise et la différence des taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe ont fortement fait baisser l'euro, qui est même tombé sous la parité avec le dollar, niveau qu'il n'avait plus atteint depuis 2002. La crise ayant perdu de son intensité en 2023, l'euro est logiquement remonté depuis ses plus bas de l'automne 2022. Il fluctue depuis lors entre 1,05 et 1,10 dollars pour 1 euro, un niveau très faible pour la monnaie européenne. Olivier Berruyer nous rappelle que les évolutions profondes des monnaies doivent néanmoins s'analyser sur une longue période. Dans ce cas, l'euro est sur un cycle baissier depuis la crise de l'euro de 2011. La monnaie unique européenne a ainsi perdu 25% de sa valeur dans les 10 années qui ont suivi. Si l'on calcule la valeur théorique de l'euro avant 1999, la valeur actuelle de l'euro apparaît comme étant proche de sa moyenne historique. Les marchés ne montrent actuellement pas de défiance ni de confiance particulière envers lui. Comme le dollar est pour le moment la monnaie internationale, le blog Elucide a créé un dollar index afin de pouvoir jauger l'évolution réelle du dollar à partir d'un panier de différentes monnaies, euro, yen, yuan et réal. On constate alors que le dollar est dans les plus hauts depuis 20 ans, poursuivant sa tendance globalement haussière entamée en 2011 lors du début de la crise de la zone euro. Ça signifie que nous payons nos importations hors zone euro trop cher, ce qui pénalise le pouvoir d'achat des Européens. Le blog Elucide explore les autres grandes monnaies occidentales et la livre sterling s'est très fortement dépréciée par rapport au dollar au cours des 15 dernières années, encore plus que l'euro en raison de la dégradation de l'économie britannique. Le franc suisse, après être longtemps resté stable, s'est orienté à la hausse en raison de la faible inflation, moins de 3% en 2022 et 2023 en Suisse, dans ce pays monétairement bien géré. La crise inflationniste semblant se terminer, la hausse du franc suisse s'est arrêtée. Quant au yen japonais, il s'était fortement apprécié jusqu'en 2013 avant de revenir à son niveau de départ. Il est désormais nettement orienté à la baisse car le gouvernement mène une politique de dépréciation monétaire. Olivier Berruyer insiste ensuite sur l'un des phénomènes monétaires les plus marquants, qui est la grande stabilité de la monnaie chinoise depuis 30 ans, malgré une très forte croissance. Mais il n'y a là selon lui aucun miracle, le pays ayant décidé de maintenir un strict contrôle des changes. Ce n'est pas la spéculation des marchés financiers qui fixe la valeur du yuan, mais le gouvernement chinois, et à l'évidence, cette valeur est trop basse. Du côté du yuan, le taux de change en parité de pouvoir d'achat confirme bien que le gouvernement chinois sous-évalue sa monnaie depuis 1981, avec des pointes à 70% de sous-évaluation, nous dit Elucide. Ceci a évidemment permis de booster fictivement les exportations du pays, qui se seraient évidemment moins bien portées si les produits chinois avaient été 3 ou 4 fois plus chers comme ils auraient dû l'être. Cette sous-évaluation a heureusement été divisée par 2 en 20 ans, mais la monnaie chinoise reste sous-évaluée de 35%, ce qui signifie que les produits chinois devraient être environ 50% plus chers. L'article nous montre ensuite que les sanctions occidentales contre la Russie n'ont eu un effet négatif que pendant quelques jours sur sa monnaie. La Russie a pris des contre-mesures et le rouble est rapidement remonté, dépassant même largement son niveau d'avant-guerre. Depuis lors, le rouble s'est orienté à la baisse et s'est stabilisé à un niveau légèrement inférieur à celui de 2020-2021, en raison du déséquilibre entre les exportations et les importations qui ont fortement chuté. Rongées par des inflations endémiques, les monnaies du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud se sont fortement dépréciées elles aussi depuis 15 ans. Enfin, Olivier Berruyer termine en expliquant que les analyses précédentes ont une limite car elles comparent toujours une monnaie par rapport à une autre monnaie ou à plusieurs monnaies. Ces analyses doivent donc être complétées par une comparaison des monnaies par rapport à un actif réel, et aucun ne serait selon lui plus approprié que l'or qui est resté la référence ultime jusqu'en 1971. En effet, à de rares exceptions près, le prix de l'or ne cesse de grimper, nous dit-il. Au cours des 30 dernières années, il a augmenté d'environ 9% chaque année, dont 7% par an au cours des 10 dernières années. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut se rendre compte de la perte continuelle de valeur de toutes les monnaies
en raison en particulier de l'inflation. Et l'on se rend compte que toutes les monnaies mondiales se sont dépréciées par rapport à l'or de 60 à 80% depuis 2006. L'or, qui lui commence 2024 comme il avait terminé 2023, en surfant sur un cours assez haut, et ce, même si, comme l'indiquaient hier nos collègues de Veracash dans leur billet de conjoncture, le cours corrige légèrement en ce début de semaine sous la pression de l'incertitude. Hier, lundi, le cours affichait le prix de l'once au-dessus des 1850 €. En dollars, le cours semble quant à lui prendre ses aises au-dessus des 2000 $, puisqu'hier encore, l'once affichait 2030 $. Dans son billet pour Veracash, Bruno Gonçalves expose le retour de l'inflation en zone euro, le recul de l'activité économique, prochaine entrée officielle en récession, marché de l'emploi américain en pleine forme qui laisse quand même fortement douter d'une baisse des taux d'intérêt au printemps prochain, et ce malgré les annonces optimistes de la Fed en décembre. Autant de raisons, selon lui, de conserver une bonne couverture en métaux précieux. Et puisque nous sommes chez nos collègues de Veracash, je vous invite à lire aussi un autre article de l'excellent Bruno Gonçalves qui nous propose ici un panorama des différents produits d'investissement, du livret A au livret d'épargne populaire, en passant par le livret de développement durable et solidaire, l'assurance vie, la SCPI et bien d'autres. La plume de Veracash nous montre ce que l'on aurait gagné si l'on avait investi dans chacun de ces produits en 2023. Il rappelle au passage que l'or n'a jamais été aussi stratégique au cours des 50 dernières années qu'en ces temps troublés que nous vivons aujourd'hui. L'or qui, on le rappelle, a vu sa valeur s'apprécier de 14,5% au cours de l'année 2023. Une tribune de Capital explique d'ailleurs que le métal jaune est de nouveau dans les starting blocks après une année faste, quand Bourse Direct nous rappelle que l'or est une des clés en période géopolitique troublée. Et troubler la situation internationale l'est, puisqu'en plus des nombreuses guerres qui sont actuellement en cours dans le monde, comme celle au Yémen, au Burkina Faso, au Soudan ou en Birmanie par exemple, 2 conflits majeurs ont agité le cours de l'or en 2023 et sont à surveiller bien entendu en 2024. La guerre en Ukraine bien évidemment, et ce d'autant que, outre la poursuite intense des combats depuis le début de l'année sur le front, l'Union européenne envisage de repousser ses frontières à l'est coûte que coûte, comme nous le dit Elucide, et le journal Le Monde nous apprend que la Suède, qui n'est pas formellement encore entrée dans l'OTAN, a annoncé qu'elle allait envoyer des troupes en Lettonie dans le cadre d'une force dirigée par le Canada pour dissuader la Russie d'attaquer ce pays membre de l'Alliance Atlantique. Pas mal de lignes bougent à l'heure qu'il est, semble-t-il, alors que, rappelons-le, nous entamons une année électorale dans de nombreux pays stratégiques, au devant desquels la Russie et les États-Unis. L'autre zone de tension maximale avec risque d'escalade, c'est bien entendu le conflit israélo-palestinien qui pourrait se métastaser dans la région, a prévenu le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken depuis le Qatar. Ces tensions, ces guerres, c'est aussi l'occasion pour le blog L'Or et l'Argent, par l'intermédiaire de son expert métaux précieux Nicolas Perrin, d'observer quels actifs performent le mieux en économie de guerre. Après nous avoir expliqué comment fonctionne une économie de guerre et ses conséquences, Nicolas Perrin, en prenant l'exemple des années 40 et de la Deuxième Guerre mondiale, nous montre que les liquidités sont le pire actif dans ce genre de contexte, tout comme les actions qui obtiennent de mauvais résultats. À l'opposé, et logiquement, les matières premières se portent très bien en période de guerre, tout comme l'or, qui surperforme également, notamment à cause de l'augmentation de l'inflation. Plus de détails sur le sujet en lisant cet article dont le lien, comme celui des autres, est dans la description de cette vidéo. Et comme à chaque fois également, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.